Bonjour tout le monde, salut. Voilà, je vous représente une autre vidéo sur le deck que j'utilise pour faire monter mes persos au niveau max que moi je peux pour l'instant, c'est 35. Donc j'ai déjà bloqué Yu-Gi-Oh! Donc niveau 35 pour l'instant je ne peux pas aller plus loin avec. Donc faut que je monte tous les autres persos à 35. Donc je me suis mis après à monter, bon j'ai monté un peu tous les autres niveaux autour de 10-15 en gros, pour tous les autres personnages légendaires. Mais là je me suis spécialement mis sur Kaiba. Donc voici le deck que j'utilise en fait pour farmer et surtout me faire monter très rapidement de niveau. Même si on pourrait faire des decks OTK que je vous ai déjà présenté. Mais celui-là il peut gérer à peu près tout. Donc comme ça évite à chaque fois d'aller rechercher, d'aller dans vos decks, changer 2-3 cartes pour aller juste jouer contre un bot quoi en fait. Parce qu'un bot on s'en fiche quoi. Si on a un deck qui gère à peu près tout, c'est beaucoup plus facile. Même si ce deck là peut encore être jouable en versus contre d'autres joueurs online, mais je pense qu'il est plus jouable contre des bots. Donc voilà, donc vous avez bien remarqué que moi je suis un grand fan de Cerber. En plus je l'ai joué en vrai, hein, en carte réelle, moi je l'ai joué et c'était vraiment une très bonne carte. Bon à l'époque c'était plus une carte promo, c'était pas une carte qui appartenait à une extension spécifique. Donc je vous rappelle, hein, cette carte là, à chaque fois que vous activez une magie, vous mettez un compteur sur cette carte, elle gagne 500 d'attaque pour chaque compteur. Après, le fait qu'elle perd tous ses compteurs quand elle est en combat, c'est-à-dire qu'elle soit attaquée ou qu'elle attaque un monstre. Okay, donc, comme je me suis basé là-dessus, je me suis dit, bon, il me faut obligatoirement des supports autour. Donc, dans un premier temps, soit des moteurs de pioche, soit des moteurs de meule, ce qu'on appelle une meule. Donc, la meule, c'est un terme qu'on utilise beaucoup, qu'on utilise dans Magic l'Assemblée, qui est donc un autre jeu de cartes réel. Et une meule, à l'époque, permettait donc de diminuer le deck adverse, donc d'enlever des cartes dans le deck adverse. Mais ce terme a été utilisé aussi pour le fait d'enlever des cartes de son deck. Alors il y a des cartes de pioche qui permettent de diminuer l'attaque, mais des meules qui permettent de aussi diminuer. Mais c'est un autre terme. Donc c'est pas un moteur de pioche en lui-même. Alors on appelle ça aussi un moteur de tutorisation. Ce qu'on appelle dans la tutorisation, c'est le fait d'une carte pour aller chercher un type de carte dans le deck. Donc toujours pour diminuer, mais ça s'appelle de la tutorisation. Donc cet invocateur arsenal, donc à lui quand il est retourné par un effet flip, donc un effet flip c'est un effet d'invocation de retournement qui passe de position de défense à position d'attaque, ou quand il est attaqué et retourné en dommage step, en phase de dommage, il fait son effet. Donc lui ce qu'il a comme effet c'est qu'il va chercher, donc il va tutoriser comme je vous expliquais juste avant, tout ce nombre de cartes. Donc on va retourner un petit peu parce que là on ne peut pas voir ce qu'il peut aller chercher dans le deck, donc je vous rappelle tutoriser. Donc hop, on va le mettre et on va voir ses cartes liées. Donc vous pouvez vous apercevoir qu'il a un nombre de cartes liées assez énorme. C'est très rare à Yu-Gi-Oh! D'avoir une carte qui permet d'aller chercher autant de cartes. Donc ce qu'on appelle nous souvent des... surtout dans le jeu traditionnel, parce que je suis un joueur de jeu de cartes traditionnel, qui est une sorte de boîte à outils. C'est-à-dire comme une vraie boîte à outils, c'est-à-dire quand vous ouvrez votre boîte, vous avez plein de choses différentes. Pour bricoler, tournevis, machin, truc, boulon, etc. Donc ça c'est aussi un terme utilisé par les joueurs traditionnels de jeux de cartes réels et aussi pour d'autres types de cartes. Mais à Yu-Gi-Oh! A été beaucoup utilisé. Donc elle peut aller chercher aussi bien cette carte là, donc qui est pas non plus, mais nous ce qui va nous intéresser c'est à peu près toutes les cartes qui sont tutorisables. Donc je vous rappelle que ça va être un terme que je vais utiliser assez souvent. De toute façon je vous rappellerai les termes techniques qu'on utilise en jeu de cartes réels et que moi je vais remettre dans mes vidéos. Comme ça vous aurez les bons termes pour pouvoir discuter, et c'est pour rendre plus facile la discussion et pour cibler plus facilement les termes, ce que ça représente, parce que sinon les explications vont être très longues. Donc vous inquiétez pas, je vous rappellerai souvent ces termes là et je vous expliquerai. Donc pour tutoriser, donc ce qui va nous intéresser nous, dans ce jeu, c'est le fait de meuler ou de diminuer les cartes autour d'une combo. Donc une combo, hein, bien sûr, si vous êtes joueur de jeux vidéo, le combo, vous savez, c'est une combinaison, donc l'abréviation de combinaison de plusieurs cartes ou de plusieurs choses. Alors moi, comme je suis basé sur Cerberus, le but c'est de le comboter avec des magies, donc faire des combos avec des magies. Donc moi je vais surtout le comboter avec la hache. Je pourrais le comboter avec plein d'autres magies. Donc ça c'est un autre deck que je vous ai déjà présenté plus tôt. Mais ça permet surtout cette carte de hache à deux effets qui sont assez énormes, surtout comboté avec le Cerber. Alors déjà, a fait gagner 500 d'attaque au monstre équipé. Donc Cerber, je vous rappelle que quand vous jouez une magie, elle gagne un jeton qui le fait gagner 500 points d'attaque. Ça on est d'accord. Donc si c'est une magie d'équipement, elle va gagner l'attaque
qui est marqué sur l'équipement, plus le jeton magique qui va être mis dessus. Donc elle va gagner 500, plus les 500 du jeton. Ok, on est toujours d'accord. Hein. Donc là, sur le Cerbère, ça lui fait gagner 1000 d'attaque. Ok, mais le plus intéressant dans ce jeu, c'est son deuxième effet. La carte, le Graal dans ce jeu est deuxième effet. C'est que les monstres contrôlés par votre adversaire ne peuvent pas changer la position de combat. Donc vous allez vous apercevoir que même des fois quand vous la jouez, les adversaires ont des monstres qui vont changer. Mais ça, ils sont changés par d'autres effets de cartes. C'est suite à d'autres effets de cartes en fait qui sont changés. Mais eux, par l'effet juste de, par exemple, on va vous expliquer votre monstre, le monstre adverse est en position d'attaque. Si moi j'active cette carte, donc la Graal sur un de mes monstres, ou même sur un de ses monstres, hein, vous pouvez l'équiper sur un de ses monstres. Hein. Bon, le problème c'est que vous l'avez donné lui 500 d'attaque sur le monstre. Mais quand cette carte est face visible sur le board, donc sur le terrain, bah, les monstres adverses ne peuvent pas changer de position. Donc ça vous permet de locker, donc de bloquer la position des monstres adverses. Donc ce qui est très très important, ce qui est très important à Yu-Gi-Oh! Surtout si vous avez un monstre qui fait plus de 3000 et vous ne pouvez absolument pas le gérer avec votre petit monstre qui fait 1005 par exemple, ou peut-être 2000. Vous allez dire mais comment je peux le gérer à part activer des pièges qui permettent de le tuer. Bon voilà, ça va commencer à être compliqué. Je vous rappelle que les pièges peuvent être contrés en phase de combat aussi, donc c'est compliqué. Donc c'est en combinaison avec le Cerbère bien sûr. Alors moi quand je monte un deck, quand je crée un deck, donc quand je build un deck, donc build toujours le terme anglais, alors ça vous allez apercevoir que je prends beaucoup de termes anglais parce que malheureusement pas, j'ai joué beaucoup avec des cartes anglaises parce que j'ai joué un petit peu partout en dehors de la France. Et on parlait beaucoup avec les termes anglais parce qu'il fallait qu'on parle anglais avec les autres joueurs, bien sûr, pour qu'on puisse se comprendre. Donc malheureusement, j'ai gardé un petit peu tous ces termes anglais. Donc voilà. Donc en combinaison, donc ça vous permet donc que le monstre gagne 1000 d'attaque. Donc vous vous retrouvez tout de suite avec un monstre à 2004. Donc sans aucun sacrifice. Donc ce qui va bloquer beaucoup de monstres adverses. Et vous allez bloquer donc la position des monstres adverses. Donc ce qui est aussi en combinaison avec le contrôleur d'ennemis. Lui, il va changer la position adverse d'un monstre. Donc imaginez-vous, donc vous avez posé un monstre, vous avez invoqué un monstre, vous avez mis la hache donc, du Graal sur votre monstre, et lui, il va vous attaquer avec une créature qui est plus grosse que la vôtre. Donc en jouant ennemi contrôleur, qui est donc une carte pour moi énormissime que j'ai joué pendant des années dans mes decks, bah, vous allez pouvoir la mettre en défense. Et grâce au Graal, bah, ce monstre ne pourra plus bouger. Donc vous allez pouvoir bloquer des monstres qui sont à plus de 3000 ou même 4000 des fois quand ils ont été combotés, quand ils ont été mis en combo. Donc ça permet de le bloquer. Et surtout, toujours en rapport avec Cerberus, c'est une magie rapide. Donc elle peut être jouée pendant votre tour ou pendant la phase de votre tour adverse. Aussi bien pendant la phase de déclaration d'attaque adverse ou pendant sa main phase 1. Bah, la seule phase qu'il y a hein, dans Yu-Gi-Oh! Duel Links, il n'y a qu'une phase malheureusement. Dans le vrai jeu, il y en a deux. Il y a une phase après la phase de combat. Mais là, on joue qu'avec une seule phase de main phase. Une phase principale donc et une phase de combat. Donc ça vous permet de l'activer en tant que piège durant le tour adverse si vous l'avez posé face cachée. Donc ça c'est toutes les magies rapides. Ok, qui font cet effet là. Après, vu que moi j'étais parti sur cette combo là, je tournais autour. Donc on va revenir, c'est pour revenir sur le fait de notre invocateur arsenal, de dire bah cette carte là, la Graal, elle est en combo avec quoi? Bah elle est en combo avec cette carte là qui permet de l'invoquer spécialement. Et des invocations spéciales à Yu-Gi-Oh! C'est ce qu'on recherche le plus. Parce que je vous rappelle qu'on est restreint à une seule invocation normale par tour. Et une seule invocation normale par tour, bah c'est un peu juste, voire trop juste. Et vous allez vous apercevoir qu'au fur et à mesure de l'évolution du jeu Yu-Gi-Oh! Parce que moi je connais déjà toutes les prochaines extensions qui vont sortir, et toutes les cartes, vous allez gagner parce que vous faites plus d'invocations spéciales que l'adversaire. C'est pas plus compliqué que ça. Parce que l'invocation normale est tout de suite réduite parce que vous n'en avez qu'une par tour. Même si vous avez toujours des cartes magie ou des pièges qui sortiront prochainement, qui vont vous ajouter une invocation normale. Mais les invocations spéciales, vous pouvez en faire autant que vous voulez. Et c'est que le fait surtout, c'est que vous pouvez les invoquer en invocation spéciale aussi bien en attaque qu'en défense, face visible. Ou même certaines cartes sont invocables face cachée. Donc ça, vous verrez plus tard. Il n'y en a pas encore, ils ne sont pas sortis, mais on verra ça beaucoup plus tard. Donc, on dit combo avec ça. Donc on a dit, ok, très bien. Mais le problème, c'est que cette carte-là, il n'y en a qu'une dans le deck. Donc comment aller la chercher? Bah, on la cherchait avec cette combo-là, comme on avait vu dans notre liste précédemment. Bon là on la voit pas mais bon je sais. Ah bah si elle est là. Elle peut être cherchée par cette carte là. Ok très bien, bien joué, génial. Donc si vous arrivez à poser ça en invocation normale, vous l'équipez. Vu qu'elle est équipée de cette carte là, bah, vous pouvez invoquer spécialement cette carte là si vous n'avez pas d'autres cartes en main. Hein. C'est marqué spécifiquement sur la carte. Hein. Faut pas avoir d'autres cartes en main. Donc ça il n'y a pas trop de soucis, vous pouvez toujours les poser. Ça se pose facilement, ça se joue facilement, ça se joue facilement. Et ceux de là se jouent et se posent. Donc pour l'instant, il n'y a pas trop de soucis là-dessus. Même si vous êtes sur 11 monstres. Donc 11 monstres, c'est un peu plus que la moitié du deck. Donc le deck.
Donc de toute façon, si vous jouez en dessous de 8, 9, voire 7 monstres, il faut obligatoirement que vous ayez énormément de moteurs de pioche. Ici, on n'en a pas besoin. Ici, on reste sur donc 11 monstres. Donc le but, c'est de l'avoir le plus rapidement dans la main. On est bien d'accord, il n'y a pas de magie pour aller la chercher. Donc la seule chose, c'est le monstre qui nous permet, comme je vous expliquais tout à l'heure, de tutoriser, d'aller la chercher dans le deck. Donc pour l'avoir le plus rapidement, il faut augmenter sa possibilité de la piocher. Ici, on va augmenter justement la carte qui nous permet d'aller la chercher. Et surtout, cette carte-là, elle est surtout jouable et recherchée pour la jouer dans le tour 1. Parce que le tour 1, si vous apercevez un petit peu comment jouer et jouer Yu-Gi-Oh! Même à haut niveau, la première carte que le joueur joue pose la plupart du temps, 80% du temps, il pose un monstre face cachée et 2 magies et pièges. C'est à peu près, même dans le jeu en réel, le jeu de cartes réel, c'est à peu près... la plupart des jeux sont joués comme ça. Surtout si vous jouez en premier. En premier, ça sert à rien de mettre un monstre en mode attaque, parce que l'adversaire va pouvoir vous rusher sur votre monstre en mode attaque. Parce que si vous posez un monstre face cachée et 2 MP face cachée, magie et piège, excusez-moi, 2 magies et pièges, le joueur ne sait pas ce que vous avez. Donc ça va vous permettre de ralentir sa façon de jouer à lui. Donc ça va vous donner un tour supplémentaire. Surtout que vous jouez en premier, donc vous avez le malus de ne pas attaquer en premier. Que l'adversaire, lui, quand il va jouer son tour à lui, il va pouvoir vous attaquer. Donc il va pouvoir vous rusher très vite. Mais si c'est pas ce qu'il y a face cachée, nous c'est ce qu'on appelle des cartes bluff. Donc ça vient d'un autre jeu de cartes très connu qui s'appelle le poker. Donc vu qu'elles sont cachées, c'est un bluff. Donc l'adversaire doit se triturer un peu la tête pour savoir mais qu'est-ce qui est caché, quoi. Qu'est-ce qu'il peut avoir dans sa main. Et s'il n'a pas joué avec vous, il ne sait pas ce que vous avez. Donc le but dans quasiment tous les jeux Yu-Gi-Oh! C'est de reculer le plus possible le temps que l'adversaire va mettre à comprendre votre jeu. À savoir ce que c'est. Parce que dès que vous avez compris le deck adverse, vous savez à peu près ce qui va être joué tour 2, tour 3, tour 4. Et vous savez aussi, vous allez vous rendre compte de dire que ah ok, il joue ce deck là, donc je sais ce qui va m'arriver. Parce qu'à un moment donné, les decks, vous allez les connaître par cœur. C'est pas plus compliqué, les decks à Yu-Gi-Oh! Les 3-4 decks qui sont les plus forts, surtout si vous allez jouer contre des autres joueurs, c'est toujours les mêmes, ce qu'on appelle les tiers. Tiers 1, tiers 2, tiers 3. Bon, c'est des termes de joueurs, donc ça, vous n'êtes pas obligé de le savoir, mais bon, c'est des termes très techniques. Donc, on va se dire, ok, donc nous on est parti, je vous remonte, on est parti sur la combo Cerberus H. Donc H qui est donc en combo avec cette carte-là, qui nous permet donc de faire une invocation spéciale de 2005. Donc je vous rappelle que si lui, il est équipé à la H et vous tapez avec lui en invocation 2005, vous avez gagné. Il n'y a plus de 4000 de dommages. Je vous rappelle qu'elle rajoute 1000, donc 1000 plus 1004, 2004, plus 2005, vous êtes sur un 4009. Donc 4009, il a que 4000 l'adversaire. Même s'il est monté sur un 5000, grâce à, on va dire, à une des compétences, bon, voire des fois il peut monter plus, c'est rare. Les joueurs compétitifs, par exemple, ne vont pas mettre, ils ont préféré avoir des effets d'échange de cartes, d'effets d'aller chercher des cartes dans le deck ou des choses comme ça, que d'augmenter leur point de vie. Même si des fois ça nous permet d'éviter des OTK, des combos. Donc voilà, c'est pas le but de la vidéo de cette vidéo. Donc voilà, donc toujours, moi je fais toujours des decks qui sont à peu près en combo. Parce que si vous n'avez pas de chance ou si le moteur de pioche vous génère des pioches complètement abusées, faut au moins que vos cartes soient jouables, quoi. Donc voilà, donc toujours cette petite, je reviens à l'arsenal, qui va être le moteur de pioche et donc de tutorisation de mon jeu. Voilà, donc j'en ai mis 3 pour avoir la possibilité le plus rapidement possible d'en avoir une main une. Donc 3 sur 40, la possibilité de main une, surtout que vous avez 4 cartes plus votre pioche, donc ça fait 5. 5, vous avez en gros à peu près une vingtaine de pourcents, un peu moins de 20% pour l'avoir main une. Donc c'est pas énorme, 20%. Mais de toute façon, on peut pas en mettre plus que 3. Donc voilà, on est réduit à 3. Donc on continue toujours dans ces faits de tutorisation. Si vous l'avez en main celui-là là-bas, si vous avez le guerrier Graal en main, ça va chercher quoi finalement? Vous dites merde, je vais chercher plus rien. Donc moi j'ai rajouté des cartes qui va chercher pour continuer à jouer cette carte. Parce que si vous la piochez qu'il n'y a plus rien à aller chercher, c'est une carte morte finalement. Vous vous retrouvez avec un vieux 1006, même si sa défense est plutôt pas trop mal, elle est pas terrible en fait. Donc je cherchais une Guerrier Naturiac. Et donc cette carte là est aussi une très très bonne carte qui peut être jouée dans les tout premiers tours ou dans les derniers tours selon le deck adverse. Donc ces cartes là, si l'adversaire invoque un monstre, cette carte là passe tout de suite à 1009. Donc l'adversaire a rarement de cartes qui va invoquer normalement qui vont être au-dessus de 1009. Donc le fait de la mettre face visible quand l'adversaire va invoquer même un 1008 ou un 1007,
bah, il va se retrouver avec cette carte là en mode attaque qui va être à 1009. Donc il va pas pouvoir l'attaquer à part jouer une autre carte. Donc rien que cette carte là en elle-même va obliger l'adversaire à jouer des cartes supplémentaires pour pouvoir la gérer. Donc on est content, nous ça va nous faire ce qu'on appelle du plus par rapport à l'adversaire. C'est-à-dire que l'adversaire est obligé de jouer plus de cartes pour gérer une seule carte. Donc bon, c'est assez technique hein, comme terme. Donc ce qu'on appelle du plus ou du moins. Donc là l'adversaire, vous ça va vous faire, il va jouer des cartes en plus pour jouer votre carte. Donc vous aurez donc un bonus de plus une carte par rapport à lui. Donc c'est compliqué, mais ça j'en reparlerai beaucoup plus tard. Mais c'est ce qu'on appelle nous des bonus qui est énormément utilisé à Yu-Gi-Oh d'ailleurs, que ce soit en réel ou même sur internet sur ce jeu-là, parce que internet, bon, on va dire online, parce que c'est le nerf du jeu, l'avoir de plus de cartes que l'adversaire. On revient, voilà. Par exemple aussi, donc il va chercher l'invocateur va aussi chercher cette carte-là. Et cette carte-là, si vous n'êtes pas trop, si vous arrivez à gérer donc avec les ennemis contrôleurs ou autres, faut que j'arrête d'appuyer. Hein. Regardez, vous pouvez quand ce monstre est flippé, donc invocation flip, hein, c'est bien marqué invocation flip, pas quand elle se retourne. Quand elle se fait attaquer et qu'elle se retourne et qu'elle est face cachée, elle ne fait pas son effet. C'est bien une invocation flip, hein, faut pas se tromper. Hein. Donc celle-ci, quand l'invocation flip, elle remonte vous remontez hop, je vais en bas. Vous remontez un monstre sur le terrain de votre adversaire dans la main de son propriétaire. Donc par exemple, si en face de vous, vous avez un monstre que vous ne pouvez pas gérer et que vous avez cette carte face cachée, il suffit juste qu'elle ne meure pas, donc qu'elle ne se fasse pas détruire, et le tour d'après, vous pouvez la retourner, donc la flip summon, donc summon c'est invoquer, donc flip d'invocation pour remonter un monstre adverse dans sa main. Donc déjà, l'adversaire a perdu du tempo, parce qu'il va être obligé de réinvoquer un monstre, et je vous rappelle qu'on ne peut invoquer qu'un monstre par tour, normalement. Et en plus, ce qu'elle a en plus, cette carte-là comme effet, c'est qu'une fois par tour, vous pouvez la remettre face cachée, donc vous allez pouvoir réutiliser son effet le tour d'après, si elle est encore en vie. Donc ça permet de bloquer les joueurs adverses. S'ils n'arrivent pas à gérer cette créature face cachée, vous allez tous les tours lui remonter un monstre dans sa main. Et donc le problème, c'est que lui, il peut invoquer un monstre par tour. Donc s'il fait une invocation d'un monstre normal par tour, vous avez quasiment gagné. Si vous gérez, vous avez quasiment gagné. Donc ça permet de loquer un adversaire. Donc toujours invocable, en tout cas pas invocable, mais tutorisable, comme je vous expliquais, par l'invocateur de l'arsenal. Donc cet invocateur arsenal recherche quasiment, va chercher la moitié de notre pool de monstres. Donc voilà, pas de souci. Donc bien sûr, je vous rappelle, hein, toujours une sphère Kuriboh pour éviter les attaques directes, et la coccinelle à 4 étoiles qui permet de gérer tous les monstres à 4 étoiles sur le board, donc sur le terrain. Et la plupart des joueurs posent des monstres à 4 étoiles, ou invoquent surtout des monstres à 4 étoiles. Et le joueur, que ce soit un joueur bot ou pas, quand il vous aura vu jouer cette carte-là, il sera surpris de taper celle-là, parce qu'il va se dire, ah, je pense que c'est encore un invocateur arsenal. Voilà, donc il va se dire, ah c'est ça, bon vas-y, je sais que c'est un invocateur arsenal, bon je vais pas faire ça, je vais faire autrement. Et vous, ça vous permettra de le surprendre. Voilà, donc après, toujours dans le fait d'avoir de la gestion. Le but de Yu-Gi-Oh, c'est d'avoir aussi de la gestion dans ces cartes. Ryokoki. Non, c'est Ryokoku. Ryokoki, c'est une autre carte. À chaque fois, je les confonds. Je crois que c'est un monstre d'ailleurs. Ryoku, donc, c'est une carte que j'ai beaucoup utilisée parce que ça vous permet de gérer tous les gros monstres et de faire des combos assez énormes et de pouvoir vous sortir de situations complètement impossibles, quoi. Juste en ayant avec un monstre, c'est ouf. Donc, c'est là, quand vous regardez, hein, cette carte, vous suivez 2 monstres sur le terrain, un monstre que vous voulez diviser par 2 son attaque pour l'additionner à un autre monstre. Ça, vous pouvez le faire avec vos monstres comme les monstres adverses. Hein. Vous pouvez diminuer l'attaque des monstres adverses. Donc, toujours en combinaison avec cette carte. Donc, imaginez-vous, vous avez 1004. Quand vous activez cette carte, vous mettez un jeton magie dessus. Donc, cette carte, elle passe à 1009. Sans compter l'addition du monstre que vous avez, de l'attaque du monstre que vous avez divisé. Hein. Donc, vous allez additionner sur lui. Donc, vous allez vous retrouver tout de suite avec juste en combinaison avec cette carte, avec un Cerbère qui peut monter à 2, on va dire 3-4 000 assez facilement si l'adversaire a un gros monstre. Hein. Donc pour un monstre qui n'est pas sacrifice, passer à 3000 ou 4000 avec juste une magie, en plus qui n'est pas spécifique à cette carte, hein. Elle peut aller avec toutes les cartes. Hein. Cette magie peut absolument être jouée avec n'importe quel monstre, mais en combo avec celle-là, elle est assez énorme. Donc voilà, pour vous expliquer. Donc je continue. Donc
tant que Typhon d'Espace Mystique ne sera pas sorti, donc c'est une autre carte qui a un peu le même style, mais qui peut détruire aussi bien les cachets que les visibles, bah, cette carte-là, je la joue. Même ça me fait perdre 500 life points, donc 500 points de vie, ça me dérange pas. Mais le souci est qu'elle ne vise que les cartes face recto. Magie et piège. Il y a des autres combos, des autres joueurs qui font des combos pour les faces cachées, mais c'est toujours des combos à 2 cartes, et c'est toujours assez compliqué à mettre en œuvre. Surtout en top deck. Hein. Quand vous avez plus de cartes en main et qu'il vous faut absolument une seule carte pour gagner, je préfère... Pour gérer les MP, les magies pièges, je préfère piocher ça qui gère une des magies pièges face visible qu'une combo à 2 cartes. Hein. Il vous faut une autre carte. Bon, ennemi contrôleur, vous avez bien vu que je suis un grand fan, donc ça vous permet de mettre. Celle-ci, alors celle-ci c'est une carte qui est assez marrante, qui vous permet de cibler une carte adverse, magie ou piège, donc qu'elle soit cachée. Donc voilà, ça vous permet de cibler une carte adverse cachée, et il ne peut pas annuler l'effet de cette carte. Cette carte, elle ne peut pas être annulée. Donc ça lui fait remonter sa carte dans sa main. Donc imaginez-vous, c'est une piège. Un piège, vous êtes obligé d'attendre un tour pour l'activer. Imaginez-vous la perte de tempo qu'il a. C'est-à-dire qu'il pose son piège et dit ah bah c'est bien, je vais pouvoir jouer pendant le tour adverse. C'est ce qu'il pense. Hein. Mais vous, pendant votre tour, vous dites, vous prenez cette carte, vous lui ciblez sa carte, et lui, sa carte, il ne peut pas la contrer. Vous avez bien vu, cette carte ne peut pas être annulée. Et elle remonte dans sa main. Donc il repère un tour de tempo. Donc il va être obligé de la reposer le tour d'après pour la rejouer le tour d'après. Donc vous gagnez un tour de jeu. Donc un tour de jeu à Yu-Gi-Oh! Surtout avec 4000 points de vie, c'est absolument énorme quoi. Donc voilà, et j'en mets qu'un en fait, hein, parce que bon, c'est pas ultime. Et par contre, je joue pas beaucoup de magie, parce que les pièges plutôt. Parce que les pièges, comme je vous l'ai dit, c'est toujours un tour à attendre, donc c'est toujours un peu, le tempo est un peu lent. Alors, je joue une piège qui est par contre un contre-piège, un counter-piège qu'on appelle, une carte de contre, avec la petite flèche là. Hein. Bah, c'est une carte qui peut être jouée. C'est les cartes les plus rapides du jeu. C'est-à-dire c'est une carte qui peut être jouée en contre par rapport à quelque chose. Et là, ce qui est énorme, c'est que je joue cette carte-là parce qu'elle permet de contrer tous les effets qu'un monstre joue. Alors, je vous explique. C'est un adversaire joue un effet de monstre qui, par exemple, vous tuerait. Ou par exemple, joue ça. Vous êtes en train de le tuer et la seule carte qui vous gère votre attaque, c'est un petit curibon. Bah, avec la colère divine, vous activez l'effet, vous défaussez de la main et vous annulez cet effet. Même si l'effet a été joué depuis la main adverse et envoyé au cimetière, vous l'annulez l'effet. C'est pas marqué que vous annulez de l'activation d'un monstre qui est sur le terrain. Vous pouvez annuler l'effet d'un monstre qui va dans le cimetière, de la main de l'adversaire et sur le terrain. Donc c'est assez énorme, c'est une carte énormissime. Donc qui permet de bloquer tous les monstres qui pourraient vous embêter avec des effets complètement ahurissants qui vous permettent qui vous feront perdre. Donc voilà. Tout est assez. Donc vous avez vu que moi je mets pas par 1 parce que le coefficient de chance que j'ai, bon voilà, c'est toujours un peu loose. Hein. Bah, je veux dire, c'est que comme je vous expliquais dans une vidéo d'avant, j'ai pas beaucoup de chance dans les jeux de cartes. Voilà. J'ai même eu un pseudo qui m'avait été donné par un joueur, si je me rappelle, allemand. Oui, allemand ou italien, je me rappelle plus, qui m'avait dit ah, you are losing pro. Alors donc il me dit ok. Donc je suis un loser professionnel, c'est-à-dire que je perdais. Et en fait, je perdais très souvent. Et en fait, il s'apercevait, c'est pas que le fait que je jouais mal, c'est que j'avais pas de chance à la pioche. Donc, j'ai gardé ce terme de loser pro qui moi je m'en fiche, je suis pas là pour dire ouais, je suis le meilleur joueur du monde, on s'en fiche. Il y a toujours quelqu'un qui est meilleur que vous. Moi, je suis plus un joueur de fun, même si c'est toujours bien de gagner. De toute façon, on joue pour gagner la plupart du temps. Mais voilà. Donc, c'est un terme qu'on m'a donné. Donc, je suis très poissard en fait sur les jeux de cartes en général. Et à Yu-Gi-Oh, ça a été, même si je jouais pendant très longtemps, ça a été un jeu qui m'a permis. Donc voilà. Donc pour éviter tous ces effets de pas de bol, hein, même des fois mathématiquement pas de bol, bah, je dis on va pas obligatoirement en mettre 3 parce que sinon ça diminue votre façon d'avoir un deck qui peut gérer beaucoup de choses. Donc j'en ai mis que 2 de chaque. Ça suffit. Surtout voilà, c'est des cartes qui peuvent débloquer quasiment beaucoup de situations et qui permettent de gagner. Donc voilà. Donc l'explication du deck. Sauvegarder, j'ai rien fait, mais on sauvegarde toujours, on sait jamais. Hein. Donc voilà, donc comme je vous ai expliqué tout à l'heure, c'est le même deck que j'avais joué avec Yu-Gi-Oh. Alors, Yugi, lui, il avait en plus une compétence qui permet d'aller chercher Yami dans le deck, qui permet d'augmenter les démons, magiciens et ouais, je crois que démons et magiciens. Alors, le problème, c'est que Kaiba, il n'a pas cette compétence. Donc Kaiba, moi je lui ai mis la compétence de changer entièrement sa main. Ce qui me donne encore plus de chances d'avoir la main 1, en main 1 l'invocateur, comme je vous ai montré tout à l'heure. C'est pour ça que j'en mettais 3.
Voilà, ça me permet d'avoir tout de suite aller chercher plus rapidement ma semi-combo en fait. Mon kill quoi. Et donc voilà, donc allez, c'est parti, on prend le premier qui vient. En plus, on prend la personne qui joue le rituel du dragon blanc. En plus, ça c'est un deck où il vous pousse tout de suite des gros monstres à 3000 qui est absolument ingérable. En plus, nous, on a que des monstres à 2005, hein, donc ça va être un peu plus compliqué. Mais bon, comme je vous dis toujours, j'ai mis Cerberus dans le deck et je joue Ryoku, et pas Ryokoki comme j'ai dit tout à l'heure, qui est donc un monstre Ryokoki. Je joue Ryoku qui va nous permettre de diminuer son attaque et le mettre sur notre monstre. Donc allons, c'est parti. Donc bien sûr, hein, comme d'hab, je commence pas, hein, ça m'étonne même pas. Donc c'est parti. Donc moi je limite toujours mon deck à 20 pour utiliser. Donc alors, qu'est-ce qu'on a dans notre deck? Est-ce qu'on a une carte de main 1? Parce que je génère main 1, donc c'est les 3 invocateurs, bah, le coccinelle à 4 étoiles et la statue gardien. Mais le problème de la statue gardien, faut, comme je vous ai expliqué, il faut absolument une carte derrière qui permet de la laisser en vie pour pouvoir gérer le monstre adverse. Le problème c'est que là j'ai absolument rien qui me permet de gérer le monstre adverse, donc cette carte là devient injouable, bah, en main 1 de toute façon. Après la hache sert à rien en main 1, le tourbillon sert à rien en main 1, il n'y aurait que la coccinelle. Le problème c'est après, qu'est-ce qui se passe quand il y a la coccinelle? Bah, on n'a rien en main 2 en fait pour jouer tour 2. Donc on va changer complètement notre main. Allez, c'est parti. Des fois ça m'est arrivé d'avoir exactement la même main. Donc je me dis statistiquement c'est impossible, mais bon, ça fait rien. Et bah regardez. J'ai mes 2 tours 1 que je voulais, ok? L'invocateur et la statue. Ok, donc là cette fois-ci, moi j'ai l'invocateur. Ok, donc ça commence fort en face. Il va se retrouver déjà avec un monstre à 1008. Et moi j'ai que 1006. Hein. Donc, j'ai mon petit tourbillon. Bon bah voilà. Alors là, on a 2 solutions. Soit on part sur une combo statue gardien avec ça en défense pour pouvoir remonter dans sa main. Sauf que je vous rappelle que lui, il va avoir un deuxième monstre. Donc lui ne peut gérer qu'un seul monstre. Moi, avec mon ennemi contrôleur, je ne peux gérer mon contrôleur d'ennemi, je peux gérer qu'un seul monstre. Ça, le tourbillon va sûrement être en combo avec l'invocateur. Parce que je vais vous montrer en face. Hop. En face, il a 1008. Mais à 1008 parce qu'il est équipé. Ok. Si je déséquipe, lui, il gagne 300 d'attaque. Si je déséquipe, il se retrouve à 300 d'attaque. Ça fait, si je suis pas trop débile, ça fait 1005. Voilà. Lui, il a 1006. Vous avez vu le def. Donc, il va pas mourir. Donc, je l'aurai encore sur le terrain. Ce qui me permettra de l'utiliser après. Ok. Et voilà. Donc, j'utiliserai, je pense, mon tourbillon quand il fera son attaque. Comme ça, je l'utiliserai pas avant. Au cas où il va le rééquiper. Donc je vais le mettre truc. Et au cas où, je vais quand même poser mon ennemi contrôleur pour gérer le deuxième monstre. Donc c'est parti. Le serveur il sert à rien ici. C'est notre kill hein, comme je vous ai expliqué. Donc je pose là. Alors vous allez voir que beaucoup des joueurs, 90% des joueurs, machinalement, la première carte qu'ils vont poser derrière leur monstre, c'est leur carte qui protège leur monstre. C'est con à dire, mais moi j'ai des années de jeu et je vous dis que c'est quasiment ça. Donc moi je vais pas du tout faire ça. Je vais donc poser ça, même si en face c'est un bot, hein, je vous rappelle c'est un bot, mais autant avoir tout de suite la bonne maîtrise du jeu et le garder. Donc je vais le poser. Voilà. On va terminer notre tour et on va voir ce que notre robot va faire. Donc lui par contre il peut peut-être jouer, s'il a sa magie rituelle, il va peut-être pouvoir nous invoquer un dragon blanc dès le tour. Donc il va nous poser un deuxième monstre. Impeccable, c'est un 1005. Donc c'est bien, il va pas pouvoir taper mon monstre. Donc comme on avait prévu, il va taper. Donc déclaration d'attaque, comme c'est une magie rapide, hein, je peux la jouer pendant le tour adverse. Donc je vais l'activer. Je vais détruire son équipement et il va s'écraser contre la défense de mon monstre. Et en plus, grâce à l'effet de mon monstre, je vais pouvoir aller chercher une carte dans le deck. Donc, quasiment 3 effets. Regardez. Il va passer à 1005. Non, pas question que je le mette en def, hein, je le garde. Boum. Il perd 100. L'autre monstre qui est à 1005, bah lui, il a 1006, il peut rien faire. Je vais faire l'effet. Donc, qu'est-ce que je vais chercher ici? Ici, je pourrais aller chercher le gardien. Mais le gardien, je vous rappelle que pour l'invoquer spécialement, il ne faut pas avoir de monstre en main. Le problème, c'est que j'en ai déjà 2 en main. Et pas avoir de cartes en main. Donc, celle-ci, elle me sert à rien. Autant la laisser dans le deck. Je préfère aller chercher lui, qui va se transformer en 1009 quand un monstre invoquera adverse. Vous avez vu, vous vous rappelez, hein, je vous ai expliqué tout à l'heure. Ennemi contrôleur, je joue toujours pas. Contrôleur ennemi. Donc voilà. Donc ça me permettra aussi de gérer adverse. Voilà. Bah alors là, ouais, alors si tout sort en même temps, ça va devenir un peu facile le jeu. Donc, on va pas être là pour s'amuser. Je vais vous expliquer comment... on n'est pas là pour dire, tiens, on va rester 10 tours, histoire de gagner beaucoup de trésors. Non, je vais vous expliquer vraiment pour aller plus vite. Donc cette fois-ci,
on peut, si on veut, mettre une statue aztèque pour gérer. Mais le problème, c'est que on a toujours ce petit ennemi contrôleur qui ne gère qu'un seul monstre. Donc on va être obligé de gérer les deux. Donc pour gérer les deux sur le board, avant qu'on se retrouve à se prendre une combo monstrueuse du style dragon blanc, mais en même temps on s'en fiche un peu parce qu'on a un Ryoryoku, je vais y arriver, hein. Bah voilà, donc il a 2 cartes en main. Donc je dis, la probabilité qu'il ait un rituel, plus le monstre rituel pour revenir dans un dragon blanc est quand même super réduit. Mais on va tout de suite arrêter tout de suite le système. On va tout de suite gérer ces 2 monstres sur le board. Je suis pas là pour faire des gros dommages, ça sert à rien. Au cas où il se passe quelque chose, on le garde en fait, Ryoryoku. Donc en plus on a un ennemi contrôleur. Donc au cas où il nous arrive un truc, on est plutôt clear là-dessus. Donc c'est parti, phase de combat. Donc là on va pas mettre beaucoup de dommages, mais pour l'instant c'est pas le but de le mettre de dommages. Le but c'est gérer le board adverse, le terrain adverse. Donc c'est parti. Non, toujours pas. Il veut me faire jouer mes cartes, hein, mais c'est bien au moins. Et dans le jeu en réel, il faut que vous annonciez votre phase de jeu en fait. Donc là, c'est les phases, elles sont mises automatiquement, donc c'est beaucoup plus facile. Parce que dans le jeu réel, quand vous jouez en vraie carte, il faut annoncer vos phases de jeu pour que l'adversaire puisse avoir des réponses. Donc c'est encore beaucoup plus. Donc on termine le tour, c'est beaucoup plus compliqué. Donc on va le laisser jouer. Là, il a 3 cartes en main, donc la combinaison qu'il ait un dragon blanc, elle est probable, mais peu probable. Et de toute façon, même s'il l'invoque par son rituel, il ne peut pas attaquer. Parce que quand il a invoqué le dragon blanc direct, il ne peut pas attaquer. Alors, ça sert absolument à rien. Ça, pour faire un OTK, bah, ça va être jouable. Et ça, vous pouvez jouer pour le loquer, mais bon, on peut le tuer ce tour-là. Donc ce qu'il va se faire, c'est qu'on va tout de suite invoquer notre Cerbère. On va arrêter tout de suite le jeu là. Hein. L'adversaire, dans son potentiel jeu, il n'a pas de monstre à 1006 de def. Je pense pas qu'il a 1006 de def. Il y a un dragon, là il joue dragon, mais le dragon qu'il y a, il y a un 1009 de dragon qui existe, je me rappelle, que j'ai vu d'ailleurs dans le deck de Joey, mais lui il le joue pas. Donc ce qu'on va faire, donc on pense qu'il n'a pas donc 1009 ou plus de défense, ni 1006 ou plus. Donc ce qu'on va faire pour faire l'OTK, donc pour finir tout de suite le jeu, on va sacrifier l'attaque d'un des monstres. Donc on va dire lui, qu'on va les mettre sur Cerbère. Alors je vous rappelle qu'il va gagner le jeton de 500 plus l'effet. Donc on va se retrouver tout de suite avec une attaque de 2007. Le problème, c'est que là 2007, si on attaque avec lui 2007 et 800, on ne gagne pas. Ok? Là il a 3007. Donc soit on risque, on se dit, bon, il a peut-être une def petite, on va taper à 800, on va faire 1006 et 2007, on va gagner. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se renseigner sur la possibilité des monstres en défense. Là, il a 800 de défense. Ok? Donc, s'il en a eu un autre, il l'a mis en défense, bah, on le gère pas. Ok? Donc, ce qu'on peut faire aussi, c'est que s'il a 800 de défense, il va se retourner, il va pas être détruit. Vous êtes d'accord? Ici, on a un ennemi contrôleur. Donc, ce qu'on peut faire durant la phase de combat, c'est sacrifier notre monstre, prendre le contrôle du monstre qui va se retrouver ici, et ces deux-là vont avoir un champ libre pour taper directement. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Bah, on les a, les 3007. Donc le but, ça va pas être de le tuer et que 2007 et 800 ne veut pas le tuer. Le but, c'est presque de ne pas le tuer et d'en prendre le contrôle. Vous m'avez compris? Donc le but va être de ne pas le tuer et d'en prendre le contrôle. S'il a 800 ou moins, s'il a 700 ou moins, on le tue. Ben là, on n'a pas de souci. 2007 et 1006 vont le tuer de toute façon. Vont finir par le tuer. Mais s'il a plus, on s'en fiche aussi parce qu'on aura notre ennemi contrôleur qui va voler le monstre. Alors, je vais vous montrer. Donc j'aimerais bien que, pour vous montrer que le monstre soit un peu plus de 800 de défense. Bravo. Voilà. Typiquement. Et là, la plupart du temps, c'est pour ça que je vous dis que contrôleur d'ennemi est assez énorme dans le jeu. Et là, vous dites, mais merde, comment je peux gagner? Je vais taper à 1006, je vais le détruire, bravo, mais je le mets que 2007. Et là, non. Parce que justement, comme je vous expliquais, vous avez votre ennemi contrôleur qui a une deuxième capacité qui dit, sacrifiez un de vos monstres, prenez le contrôle d'un monstre adverse. Regardez. Sacrifier un monstre, puis subir un monstre face recto contré par l'adversaire jusqu'à la end phase. Nous, on s'en fiche de la end phase. À la end phase, on va lui rendre, mais on l'aura tué avant. Donc, on va confirmer le fait de sacrifier. Donc, bien sûr, vous ne sacrifiez pas les deux autres, hein, sinon vous pouvez plus le tuer. Vous sacrifiez lui, vous prenez lui. Qu'est-ce qui se passe? Et ben voilà. Vous avez votre champ libre, et en plus, vous avez gagné 500 par l'effet. Ben voilà, c'est parti, on finit notre combat. Ah ouais, la musique a changé, hein, cocotte. Hein. Ah non, c'est un... J'avais pas vu que c'était David, je crois que c'était Emma qui jouait. Et voilà. Donc vous avez vu que
en termes, bon, même si c'était pas un combat d'une grande intensité, mais vous avez vu que par exemple cet ennemi contrôleur est assez énorme parce qu'il est super efficace et vous pouvez jouer dans plein de situations. Et le fait de voler un monstre adverse, d'en prendre le contrôle pour un tour est absolument énorme. Surtout que si ce tour-là vous gagnez, ok. Même d'ailleurs, le monstre que vous sacrifiez pour prendre le contrôle adverse, le monstre que vous avez récupéré adverse, vous pouvez le sacrifier pour faire une invocation summon. Bon, excusez-moi, une invocation sacrifice. Ah oui, bah oui, si vous avez un gros monstre adverse, vous sacrifiez, vous en prenez le contrôle, vous savez pas comment le gérer, bah vous pouvez le sacrifier avec un de vos monstres ou avec un autre ennemi contrôleur pour le resacrifier et reprendre un monstre adverse. Ah bah oui, bah, vous regardez dans une de mes vidéos, je crois que dans une de mes vidéos que j'ai mis anciennement, bah, je vous montre que j'active 2 ennemis contrôleurs alors qu'en face, il y a 2 dragons du tonnerre qui sont à 2008 alors que 2 monstres à 2008 en face et il a mis un petit monstre en mode attaque en face et j'ai réussi à gérer tout son board avec juste 2 ennemis contrôleurs, 2 contrôleurs d'ennemis, excusez-moi. C'est mon problème de parler, d'avoir les termes en anglais.